Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro de l'émission Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et vous savez, dans le podcast, on aime bien aussi recevoir des personnes prolifiques pour les interroger sur plusieurs sujets. Et donc c'est 2 ans déjà, je crois, après être venu une première fois pour nous parler de son ouvrage Kirby Sphere, que nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Xavier Fournier. Bonjour à toi Xavier. Bonjour monsieur. Qui est donc journaliste, auteur, conférencier, qui nous prépare un énorme guide de Gotham City pour Monolith. On en a déjà parlé avec Fred il y a quelques temps, mais là aujourd'hui on va te recevoir pour quelque chose, pour la renaissance quelque part du magazine Comic Box dont tu as été rédacteur en chef, et donc ça ressort là en ce mois d'octobre. Donc on enregistre l'émission un petit peu en amont, mais quand vous l'écouterez ça viendra de sortir chez Huggin et Munin, et puis on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus. Mais justement Xavier, avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Comic Box pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Et ça date. De mémoire, t'es juste en train de revendre le même podcast, parce qu'il me semble bien qu'il y a 2 ans, on avait parlé de l'historique. Il y a 2 ans, on a fait effectivement un petit parcours sur l'historique, parce que je voulais te parler justement de la presse, du rapport à la presse dans les comics. Mais tu sais peut-être, je crois que les gens ont la mémoire courte, et que depuis 2 ans, il y a quand même eu 300 émissions. Restez auditeurs. Moi, je vous aime bien. Je suis pas en train de dire du mal de vous, moi. Bah oui, mais voilà, il y a 300 émissions qui ont été publiées, le flux d'informations est tel. Et là, c'est vraiment, pour le coup, l'autre émission, elle était un peu, Chez Charry, bien sûr. On avait parlé plein de trucs. Comic Box, c'est un magazine, un vrai magazine vendu en kiosque pendant longtemps, pendant des années, qui a été créé en 1998. Donc, un autre millénaire. Et qui a été le premier magazine vendu en kiosque entièrement consacré aux comics en France. Et même le seul, en fait, au final. Il y a eu quelques tentatives diverses. D'abord, il y a eu Wizard pendant 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Ah, qu'ils étaient venus en France. Panini avait c'est-à-dire, il y a eu Comic Box, et je crois que vers 99 ou 2000, Panini a sorti 2 volumes de Wizard. En localisant le truc en France. D'accord. Et puis il y a eu quelques tentatives de magazines plus ou moins sérieux qui ont fait des hors-séries ou des choses comme ça, mais jamais une rédaction entièrement axée sur les comics. Et d'ailleurs même l'expérience de Wizard, qui était une traduction du magazine américain avec quelques articles qui étaient faits. Je me souviens que je crois qu'Olivier Jalabert était une force motrice du magazine, et il y avait Jérémy Manès qui était le rédacteur en chef. Et donc en tout cas le magazine a débuté en 98 sous la forme d'un petit format, d'un format en hauteur assez proche des comics, et qui faisait 52 pages chaque mois. Et on a continué. Le magazine a grandi. Il est passé en format magazine, donc grosso modo A4, pour ceux qui connaissent les formats de papier machine, on va dire. Voilà. Et il s'est arrêté en 2001, je crois, par rapport au problème qu'avait son premier éditeur. À ce moment-là, moi, comme j'étais un des pigistes les plus réguliers, que j'écrivais une partie du magazine, et que ça m'intéressait pas forcément que le titre soit pris un peu par n'importe qui derrière, pour devenir n'importe quoi, pour paraphraser un certain youtubeur. En fait, j'ai racheté la marque. Et après je l'ai partagé avec le fondateur, qui s'appelle Fabrice Sapolsky, et Lise Ben-Kimoun, qui avait été aussi une des forces motrices du magazine. Fershid Baroucha, qui était l'éditeur d'une maison qui s'appelait Édition USA, nous a dit pourquoi finalement c'est un format très proche de MOOC. Ce qu'il nous a proposé, c'est de faire un bouquin en dur avec un peu la même configuration qu'un album, un annuel. Et donc de faire quelque chose, de faire une présence de Comic Box qui reviendrait chaque année. Alors il y avait des précédents, il y a eu des trucs à certaines époques, dans les années 70 ou 80, tu avais le livre d'or de l'officiel de la science-fiction, je sais plus quoi. En fait, t'avais des espèces de revues annuelles comme ça. Donc on a dit oui, on a essayé, à plus forte raison parce que nous on avait arrêté au printemps 2001, il y avait
il y avait eu en septembre, il s'est passé un truc qui a beaucoup fait parler en 2001. Ouais. Et nous, forcément, les comics avaient réagi. Il y avait plein de choses à dire et on débordait de choses à dire à ce moment-là. Et au niveau des réactions en septembre. Et on a fait ce numéro-là qui a très bien marché pour un truc à la gueule d'un album qui est vendu, je crois que c'était vendu 15 € ou l'équivalent. Et donc, du coup, on en a fait un deuxième, on en a fait un troisième, et le fait que Fairchild, qui est une gloire des comics, pratiquement le mec qui a fait découvrir Richard Corben en Europe, qui nous donne un peu le relais. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Ça nous a déjà un peu bien rassuré, ça nous a remis le pied à l'étrier. On a eu des propositions pour refaire Comic Box en kiosque après. Et on traitait ça comme un contrat de licence, c'est-à-dire que c'était pas très différent de quand Urban achète la licence DC Comics ou de quand Panini a la licence Marvel. C'est-à-dire que nous, on avait un contrat de licence avec un éditeur qui faisait que lui pouvait sortir Comic Box à la condition que ce soit nous qui fournissions le contenu. De manière à garder une main dessus et que ça devienne pas n'importe quoi. D'ailleurs, Wizard aux États-Unis, ils avaient eu une mésaventure comme ça. Ils avaient fait un contrat de licence en Amérique du Sud. Je sais plus si c'est au Brésil ou en Argentine. Ils ont été obligés d'arrêter en catastrophe parce que le gars qui avait la licence locale s'en servait pour mettre des pin-up, des trucs. T'avais des doubles pages brésiliennes. Enfin, c'était un truc complètement chelou et ils lui ont retiré la licence très vite parce que c'était une horreur. Et nous, le vrai truc, c'est qu'on aimait faire Comic Box et on a aimé faire Comic Box jusque le dernier numéro est sorti janvier 2017. 204. Et c'est marrant, moi j'ai pas la mémoire des numéros de Comic Box qu'on a. J'en fais mes révisions aussi un petit peu avant. Et tu sais quoi, de mémoire, je bute toujours ça. C'était 103, 104, 105, je sais plus. Avec plein de hors-séries qu'il y a eu, plein de trucs comme ça. À ce moment-là, Comic Box a donc vécu entre cet arrêt en 2017 et puis le premier arrêt qu'il y avait eu en 2001. A donc vécu deux arrêts nets et tranchés, quoi, qui était pas simplement une pause. un changement de licence. Il y a eu un moment où on était chez Panini, un autre moment on n'était plus chez Panini. Ça, c'était des transmissions d'éditeurs, c'était pas des arrêts. Mais et à chaque fois on nous a fait l'explication, même en 2001, c'était ah bah oui, mais il y a Internet maintenant. Ce qui est pas entièrement vrai parce que faut pas confondre l'information instantanée et l'information de contenu. L'information instantanée, contrairement à ce que un certain nombre de gens pensent, c'est pas Internet qui l'a inventé, c'est la radio. Or, et la radio existe depuis, enfin la radio populaire, elle existe depuis le début du XXe siècle, et ça n'a pas empêché que les journaux se vendent. Si je pensais vraiment qu'Internet fait que ça rend impossible le truc, j'aurais arrêté en 2001. Et c'est pas le cas, et on a continué puisque la deuxième vie de Comic Box lui a permis de reprendre. Donc au bout du troisième annuel, ça on devait être vers 2003 ou 2004, un truc comme ça, et jusqu'en 2017. Il y a quand même un truc, tu vois, c'est pas 3 numéros qu'on a sortis comme ça, puis on est... Bref, du coup, à ce moment-là, en 2017, c'était compliqué de trouver des éditeurs pour faire la suite. Ça a été un peu rocambolesque les conditions de l'arrêt de Comic Box. Oui, parce qu'il y avait des énormes problèmes avec, je sais pas si c'était l'éditeur, mais de B2M, t'en avais quand même parlé. C'est compliqué d'en parler avec le décalage, mais il nous avait signifié qu'il allait arrêter, ce qui était pas trop un problème. Enfin, c'est un problème pour nous, mais genre c'était son droit. Et on était en train de chercher des éditeurs pour la suite. Le souci, c'est que
pour des raisons pas entièrement claires et autant pour ce coup-là, je sais pas entièrement si c'est sa faute ou pas. J'ai jamais compris. Les derniers mois, la distribution du mag a été anarchique. Il y a eu des numéros que les abonnés avaient pas. Me demande pas pourquoi, puisque contrairement à ce que des gens pensent, c'est pas moi qui fais les envois. Donc on a essayé de faire remonter ça nous, puisque les abonnés nous écrivaient, on a essayé de faire remonter. Enfin bref. Le mag était pas dans un super état et au moment de chercher un relais, ça commence à être un moment où la presse kiosque avait pris du plomb dans l'aile. Il y avait des problèmes de gestion chez le diffuseur de presse qui concernait toute la presse en fait. Et je me souviens d'ailleurs que quand on a arrêté, il y avait un magazine de cinéma qui, sur sa page Facebook, avait fait un truc, c'est normal, ça s'arrête, ça se vend pas, qui était assez goguenard, assez, et qui 6 mois plus tard s'est retrouvé dans la même situation que nous, et qui était en mode, ah ouais, aidez-nous, c'est dégueulasse, la nouvelle donne de la presse, et tu fais, ouais, ok, bah, non, vas-y, quoi. Et cette crise de la presse, elle a, et on en avait parlé déjà il y a 2 ans dans le truc, elle a culminé au début de la crise du Covid. Enfin, elle a culminé, elle n'était pas causée par la Covid, mais ça a permis une sorte de porte de sortie pour les diffuseurs de presse qui ont été obligés de refondre la machine et qui maintenant tournent un peu d'une autre manière. Donc, du coup, c'est aussi les conditions qui font d'ailleurs que les comics ont quitté les kiosques, hein, parce que c'est pour ce genre de produit, c'est mort vivant. Nous, en 2017, on a essayé de trouver quelques éditeurs, on a eu des contacts. L'essentiel nous a dit non. Enfin, il y a une partie qui nous a dit non, une partie qui nous a jamais répondu. Et quelques-uns qui nous ont dit oui, mais c'était rocambolesque. C'est-à-dire que, je sais plus ça, si j'en avais parlé ou pas, mais par exemple, peut-être 3 mois après l'arrêt du mag, on a des contacts avec un éditeur pour prendre la suite, et le gars fait ok, d'accord, je suis intéressé, faudra faire un effort sur tel prix, alors, on regarde si ça passe, on dit bon bah s'il faut, et puis on lui dit, et donc pour les abonnés ça se passe comment? Ah ben moi les abonnés je m'en fous, hein, tant pis pour eux. Et tu fais ok, d'accord, alors déjà on bosse pas encore ensemble, t'es déjà en train de nous expliquer comment tu vas comment tu vas la mettre à l'envers aux abonnés. Ça va pas être possible, quoi. Et on a eu une discussion comme ça avec des éditeurs qui étaient en mode requin, quoi, qui étaient en mode ah moi un mec qui a une réputation, je veux bien le prendre, mais voilà. S'il y avait eu une vraie rupture une vraie rupture sur la longueur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fonds d'exploitation, par exemple, on est en train de revenir aujourd'hui 5 ans plus tard, clairement sur un format différent, avec un prix différent, Guinée ne pouvait décemment pas retrouver les abonnés et reprendre le truc. Non, ouais. Même, je crois que je suis même pas sûr que c'est légal en termes de loi informatique et liberté de retrouver un de reprendre la base de données. Voilà, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Bref, et 5 ans plus tard, voilà, on va dire que ça me choque pas parce qu'il y a une vraie rupture, et je suis sûr que ça choque 1 ou 2 abonnés parce que forcément, je me doute bien qu'à leur place, machin. Mais si on était revenu 3 mois plus tard, en mode, voilà. Ah ouais, vos abonnements, bah non. Jamais, quoi. Enfin, jamais. C'est pas possible, ça. C'est prendre les gens pour des... Faut avoir quelqu'un de très bon aux gestions, au relationnel après, quoi. Ah, mais la question, elle se pose même pas comme ça. C'est moralement, c'est toi, tu veux pas le faire. Enfin, parce que t'as de l'éthique. Peut-être qu'il y a une terre parallèle où Xavier Fournier n'en a pas, tu vois. L'éthique, on va se parler franchement, si tu fais plus d'argent aujourd'hui en France en produisant les Marseillais contre les Javanais, ou je sais pas quoi, en étant assistant de prod de programmes comme ça, tu fais de l'argent. Alors, s'il y a un assistant de prod de Marseillais, on dit, écoute, je t'aime, ça te visait pas, il y a pas de souci. Bref, le truc, c'est que, voilà, si on était là-dedans pour faire de l'argent, on trouverait d'autres sujets plus putassiers et ça marcherait. Oui. Et toi, tu le sais. Enfin, voilà, quoi, oui, c'est facile. On ne fait pas, à partir du moment où t'es dans cette vocation, c'est une vocation, quoi. Tu fais pas ça. Il y a un moment, oui, il faut bien payer le steak, faut manger parce que sinon t'es plus là la semaine prochaine pour la suite. Mais globalement, tu ne fais pas ça
ou que pour l'argent, au moins pour le dire comme ça. Et en plus, c'est une littérature qui, bon an, mal an, même quand c'est du Alan Moore ou du Warren Ellis, il y a quand même une forme de moralité dans ce truc-là. Et donc, t'essayes plus ou moins du mieux que tu peux, de faire comme tu peux pour que ça soit moral. Et t'as forcément des gens au fond d'internet qui te diront quoi que tu fasses que c'est pas moral, mais globalement il faut que toi tu sois en accord avec tes principes quand tu fais le truc. Et ça c'était pas si tu te dis ok on va continuer Comic Box mais en fait après tout les principes on s'en fout, après une fois que t'as dit ça, tu mets une nana à poil sur la couverture parce que ça vendra plus. Tu fais venir Stéphane Bern qui va te faire une rubrique géniale sur comment Spider-Man et enfin voilà quoi. Et tu fais un dossier qui c'est le plus fort entre Hulk et Thor et voilà. Ça je crois honnêtement qu'on l'a fait au tout début de Comic Box. Il y a une rubrique qui s'appelait le choc des titans, voilà. Ouais, mais classique. Mais bon, ça c'est on va dire au début ça avait sa justification parce que ça permettait à tous les publics, y compris aux néophytes, de rentrer dedans. Les premières années, c'était pas mal. Au fur et à mesure que le prix augmente, par la force des choses, tu sais que t'as moins tu vas pas, quand ton magazine il coûte 7 €, tu vas avoir moins de néophytes que quand ton magazine il coûtait 25 francs. Ouais. Et par la force des choses, cette rubrique elle justifie moins. Bref, tout ça pour dire que en 2017, il y avait ce choix qu'on n'était pas un d'ailleurs, soit de passer à autre chose et de chacun avec nos vies personnelles et professionnelles de se sortir les marrons du feu, quoi, de se sauver nos vies. Et puis t'avais ce choix aussi qui était de dire sinon oui, si on veut vraiment continuer, on continue, mais ça devient de la merde. Et on a préféré ne pas se parjurer et pas dévoyer la marque que vous aviez construite. Ouais, enfin voilà quoi. Du coup, on avait au moins l'expérience que c'était déjà revenu une autre fois, et on s'était dit peut-être que, tout en ayant par la force des choses pas de. J'ai eu de temps en temps des propositions avec des gens très gentils parfois. Simplement, c'était déjà sur le papier. Quand tu voyais le truc, tu disais moi j'y crois pas trop que ça va marcher. Et si ça marche pas déjà sur le papier, c'est compliqué. Déjà quand tu crois que ça va marcher, des fois tu te plantes. Voilà, donc il y avait j'ai eu des propositions très sympathiques de jeunes éditeurs, d'éditeurs sympas, trucs comme ça. Et tu disais non, ça peut pas marcher avec le fonctionnement, avec le statut de ta boîte, avec la taille de ta boîte ou avec le mode de distribution que tu veux, et ça va pas être possible. On a passé quelques années comme ça, on s'est tous autant qu'on est, on a avancé sur d'autres projets perso, et je crois que c'est courant, c'est peut-être même fin 2020. Rodolphe Lachat, qui est la figure de proue des éditions Guiné-Menin, édition que je connais parce que j'ai déjà publié plusieurs livres chez eux. Et Rodolphe, c'est un lecteur de longue date de Comic Box, donc je crois que même avant, il m'avait parlé de ramener Comic Box. Mais bon, c'était pas le bon moment pour le reste de l'équipe qui était occupé à se trouver des situations un peu plus peinardes, quoi. Ou en tout cas sécure. Et donc fin 2020, Rodolphe dans une discussion Skype me fait un coup de écoute, je reviens avec ma proposition de faire Comic Box sous forme de MOOC. Il y aurait plus de 200 pages, il y aurait quelques articles un peu golden qu'on ressortirait parce qu'ils ont une place dans le contexte, et puis des nouveautés. Donc on en a parlé, ça a été un petit peu ralenti, je crois, par les confinements et la Covid, donc ça a suivi un peu son cours. On a honnêtement pris la décision dans l'été dernier. Genre l'été 2021. C'est ça, ouais. Okay. Et le temps de se mettre d'accord sur les contrats, de voir un peu la config que ça pouvait avoir, de machin bidule. Et puis de toute façon, il y a eu des moments où avec les confinements, les
les boutiques étaient fermées. Enfin, on n'avait pas trop la pression de se dépêcher. En plus, à un moment, on s'est dit, bon, on va revenir, si on revient à la 5e année, c'est pas plus mal. Enfin, quelque part, il y a, voilà, c'est bien, quoi, 5 ans, c'est un chiffre, ouais, c'est un petit chiffre sympa pour le. On n'avait pas la pression pour le ramener en 2021. Ouais. Vu la configuration des choses. Bon, on n'est pas prévu non plus entre temps que notre ami Vladimir allait mettre une ambiance un peu différente en 2022. Ouais, et donc, je ne sais pas, forcément, on sait que les ventes les ventes de bouquins ces derniers temps sont quand même assez aléatoires. Donc, j'ose espérer que Comic Box parlera au moins au public qu'il a connu à une époque, mais c'est difficile de dire. Et bref, voilà, on a avancé à cette allure-là. Moi, j'ai retéléphoné ou remailé à tous nos anciens pigistes et j'ai sonné le rappel des troupes. Et on l'a fait tous ces derniers mois avec une jolie surprise. Moi, honnêtement, je pensais qu'on aurait des gens qui seraient contents. Bien entendu, on annonçant le retour de Comic Box en février 2022. Je pensais aussi qu'on aurait des détracteurs ou des trucs comme ça. Et globalement, toi de l'extérieur, tu le vois mieux que moi, mais globalement, l'aiguille a vraiment beaucoup plus penché du côté de. Voilà, tu sais, avec Internet, il t'a toujours quelques trolls et compagnie. Bah, il y en a eu, mais pas tellement. Et ça a fait plaisir d'annoncer le retour dans ces conditions-là. Et puis après, on s'est attelé à la rédaction avec la découverte d'un nouveau format parce que le MOOC, c'est plus épais, mais c'est aussi comme c'est un temps de lecture qui est différent, ça veut dire que la police de caractère c'est pas la même. Tu mets pas exactement le même nombre de caractères, quoi, de signes, de mots par page. Donc je sais pas, moi c'est comme même 5 ans plus tard, moi les autres, d'ailleurs, on a encore des habitudes d'écriture qui étaient que je savais que 3500 caractères ou 1200 caractères dans un comic box, ça faisait à peu près ça comme espace. Et en fait, il a fallu un peu redécouvrir tout ça, s'habituer à cette nouvelle maquette. On a, je pense, 15, est-ce que c'est 16 ou 17, je sais pas, mais peut-être 15% d'articles qui sont des reprints, mais des reprints mises à jour. Okay. C'est-à-dire que il y a un article, je crois, sur Flashpoint. Non, sur Flashpoint et un autre sur Secret Wars. C'est des articles, en particulier Secret Wars. Il y a le tiers de l'article qui a été écrit à cette occasion, qui n'était pas dans la première version. Ouais. Non pas qu'on ait changé les trucs pour dire ah oui, on avait tort, on va changer. Non, heureusement on a eu du pot, mais globalement pour mettre à jour et pour expliquer pourquoi le truc est cohérent, avec même des surprises parce que c'est comment dire, par exemple Secret Wars, moi je l'ai écrit début du mois de juin, le complément d'article, en expliquant, et je te jure que c'est vrai, en expliquant pourquoi mathématiquement Disney, ils allaient te faire Avengers Secret Wars. Pourquoi ça va être le point culminant de leur phase 6. Mais sans te laisser influencer par le fait que ça faisait quand même depuis post-endgame que de toute façon tous les scoopers et rumeurs disent aussi. Non, mais en expliquant bien à tel comics, tu regardes tel truc, et tu regardes pas du pronostic à la est-ce que tu verras Mephisto? Non, ça c'est bon, tu t'es trompé de crèmerie, c'est pas ça, c'est pas le genre. Mais non, en faisant vraiment l'argumentaire, la démonstration de sur quoi c'est construit. Et je pense que ce qui intéresse les gens, c'est pas oui, le tir, c'est mon dada, c'est pas de dire quel cheval va arriver en premier. C'est pas du tir, c'est la construction de comment tel sujet, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur d'anciens, là c'est pas du tout un sujet qu'on a réutilisé dans ce nouveau comic box. Mais je me souviens très bien que sur la fin de l'ancien, je faisais de temps en temps des sujets sur des sagas qui sont classiques, tels que Day of Future Past ou la saga du Phénix Noir, en expliquant le pourquoi du comment. Et même, je pense que d'après les retours que j'avais, même des lecteurs qui étaient des lecteurs qui avaient lu la saga à l'époque où c'était sorti, trouvaient leur intérêt à ce truc-là parce qu'il y avait une forme de recul. Bref, moi j'ai écrit mon Secret Wars en expliquant le pourquoi du comment, et il y a juste un moment en juillet où j'étais obligé de le réécrire. Parce que ça avait plus de sens d'écrire au futur le truc qui de facto est annoncé.
Et ça, c'était une question de toute façon que je voulais aborder avec toi aussi par rapport à la différence du MOOC, même sur le mensuel que vous faisiez avant que ça s'arrête. C'est que en termes de temporalité aussi, il y a toute une autre logistique à avoir, parce que justement, si vous sortez on a déjà cette expérience. Une partie des plus vieux membres de la bande, on a déjà cette expérience parce qu'on a connu le Comic Box annuel. Ouais. Donc c'est pas tellement ce qui nous change là-dessus. Ce qui nous change, c'est plus que avec les MOOC, un clou ne chasse pas l'autre. C'est-à-dire que quand le numéro 2 va sortir, c'est pas pour autant que le 1 arrêtera de se vendre. Il continue. L'idée, c'est quand même qu'il garde une pertinence sur la durée. Ouais. Du coup, parce que tu peux plus trop être dans l'actualité comme tu le faisais avec une revue mensuelle. Mais on n'a pas été tant dans... C'est pour ça. Il y avait une petite partie quand même. Dans mais une très petite partie. Et ce qui fait que c'est pour ça que les gens qui nous présentent la chose en disant oui, ça s'est arrêté parce qu'il y avait la concurrence d'internet. Non, parce que c'est une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps, toi et moi, en off. C'est la différence de l'information de flux et de l'information de contenu. L'information de flux, c'est ce que vous voyez sur les bandeaux déroulants des chaînes d'information. On a changé de Premier ministre. Ou un tel est mort. Ça, c'est une information de flux. Après, quelqu'un qui arrive et qui te fait, on va dire, un documentaire sur les conditions de la mort d'un tel, ou pourquoi tel Premier ministre a été renvoyé et remercié, ça, c'est un truc développé, machin bidule. Internet, Internet, pas Internet en tant que tel, mais la plupart des relais d'information en général, je parle même pas des comics, mais en général sur le web, c'est ce bandeau déroulant. Encore plus qu'avant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les grands sites d'information américains, tels que Newsarama, Comic Book Resource, même Bleeding Cool, ils étaient détenus par les mecs qui écrivaient dedans. Ouais. Ce qui n'est plus le cas. Même Bleeding Cool, les gens le savent. Bleeding Cool, c'est Avatar Press qui possède. C'est Avatar Press. Comicbook.com, c'est CBS, je crois, ou NCBS, là. Enfin, et Newsarama a changé 2-3 fois c'est chez Games Radar, et donc après, l'au-dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais. Quand tu regardes Newsarama, il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans en arrière, mais c'est sans doute encore moins vieux que ça, mais tu prends Newsarama il y a 10 ans en arrière, les mecs, ils avaient le pouvoir, ils avaient la puissance de tir de feu, de dire à Joe Quesada, écoute, t'as vu, on a plein de lecteurs, tu veux venir nous faire une rubrique, et Joe Quesada venait faire sa rubrique chaque semaine, et il y avait ce truc-là. Aujourd'hui, tu prends Newsarama, tu as le comic de cette semaine, ils ont annoncé le vrai nom de l'homme taupe, on va dire. Je prends ce truc pour pas spoiler, mais les gens ont compris. Ils ont annoncé c'est-à-dire que les gars, le jour de la sortie du comics de la semaine, ils te spoilent en 3-4 messages, en 3-4 reportages le truc. Bon, ils te font ça avec toutes les sorties, ils te font les previews qui reçoivent directement de Marvel, de DC ou d'Image, et globalement, il y a plus trop de fabrication d'informations. Non, c'est du relais, quoi. Encore que vraiment le type d'article où effectivement on t'annonce, enfin on te fait le genre, parce que moi je les vois passer dans mon flux RSS aussi, de dire il s'est passé ça, genre tu sais, Daredevil a un nouvel allié auquel on ne s'attendait pas, et en fait tu sais juste à l'intitulé du titre qu'ils font putain, ils sont en train vraiment de raconter en fait ce qui se passe dans un numéro qui vient de sortir, et que bah tu fais bah non. Et sans parler des articles, aviez-vous remarqué qu'il y a le gant d'infinité dans Thor, dans le premier Thor? Ah ouais, mon Dieu, ouais, un truc que tout le monde savait depuis. Bref. Et en plus, t'as une cascade. Derrière, t'as, pour prendre un mot à la mode, t'as un ruissellement. Ah. Je savais pas que j'allais la caser, celle-là. Je savais pas macroniste à ce point. Ah ouais, parce que si on commence à partir, tous les journalistes ne sont pas macronistes, j'aimerais bien le rappeler. Sur First Print, ils sont au courant, je crois. En tout cas, qu'il y a une partie des journalistes qui ne le sont pas. Oui, mais les gens, des fois, ils ont une manière de s'auto-convaincre de trucs, enfin bref. Moi, tu sais qu'on me l'a déjà fait ce coup-là. Vous êtes journaliste, donc vous êtes macroniste. Ah ouais? Ouais. Les gens sont fous. Bon, bref. Surtout dans les comics, enfin, je vois pas trop le truc. Bref. Le ruissellement. Donc, t'as un ruissellement, et tu vois bien que le jour où Newsarama te fait un truc sur l'identité de l'homme taupe, c'est un tel, eh ben, t'as des gars tout à travers le monde, au Mexique, en France, au Japon, trucs comme ça,
qui te refont le même truc traduit. Et il y a beaucoup de ruissellement de ce truc-là, mais il y a peu de création d'informations. Et pour rebondir sur un autre truc qu'on avait déjà discuté une autre fois, au début du Covid, moi je suis resté sur le cul que personne ou pas grand monde fasse des articles ou des reportages sur la crise du Covid, sur ce que ça représentait en librairie. Et je l'avais fait, tu l'avais reproduit sur Comics Blog. Tu m'avais laissé mais c'était, il y a pas plus entre guillemets simple. Genre c'est pas une médaille de dire on a parlé de la crise au moment où il y a la crise. C'est plutôt de dire mais ils sont où les autres? Donc quelque part ça fait mon affaire. C'est-à-dire que du coup comme la manière que nous avons de voir les choses dans Comic Box, sachant que les historiques de la bande tels que Fabrice ou Lise, on a fait nos armes dans de la presse magazine ou de la presse quotidienne d'information il y a une trentaine d'années. Moi je suis passé par le Dauphiné libéré, je faisais les chiens écrasés, je faisais les conseils municipaux, je faisais les faits divers. Enfin, donc du coup, ça donne aussi un autre regard quand tu dois parler d'un fait divers qui concerne, je sais pas, tel auteur qui s'est fait serrer en essayant d'agresser ses fans sur je sais plus quelle convention. Ouais. T'as des trucs, ça nous donne des habitudes de travail qui sont différentes. Fabrice a travaillé pour, je crois que c'était Globe, j'ai peur de dire une connerie, et Lise, elle avait fait des interviews politiques bien avant de commencer dans Comic Box. Donc du coup, ça nous donne un peu ce regard qui est différent. Je dis pas qu'il est mieux, je dis pas qu'il est moins bien, c'est juste que ça nous donne une spécificité. Et du coup, je pense que ça nous permet de dire voilà des choses dont on va vous parler. Alors effectivement, dans ces choses, il y a des choses comme je l'ai dit, on va parler de Secret Wars, qui est pas forcément le truc le plus top secret de la sphère des comics, mais on va essayer de t'en parler d'une autre manière. On va aussi, parce que dans les autres lieux communs sur les comics que j'entends, tu sais, il y a cette opposition souvent avec mainstream et indé. Ouais. Ce qui est une bêtise absolue parce que déjà indépendance et mainstream, un indé peut être mainstream. Les gens souvent réalisent pas ce que par exemple, si je prends les éditions ça et là que j'embrasse au passage, il y a beaucoup plus de ventes en France d'un album de Def Bardef que de Aquaman. Ouais, ok. Donc les gens qui se disent je lis l'indé parce que je lis pas le truc du grand public, tu es en train de lire un truc qui est plus vendu que certains membres de la Justice League. C'est pas un mal. Au contraire, moi j'aime bien une bonne partie de ce que fait ça et là, et j'ai pas le temps de lire l'autre partie. C'est pour ça que je l'aime pas. Mais cette espèce de clivage entre indé et ah bah oui, vous avez parlé d'un truc. Le machin le plus reconnu, c'est pas forcément celui qu'on croit. Après, c'est plus une dénomination. Enfin, tu le sais, plus pour dire si ça appartient généralement plus à un auteur plutôt que si c'est ce que les gens veulent dire d'une grosse boîte. C'est comme ça qu'on l'utilise. Oui, mais c'est ça. Ça devrait être ça. Mais je pense que pour pas mal de gens, il y a ce côté de reconnaissance connu, aussi, pas connu. Ah ouais, du genre, ils se disent, ouais, je lis The Walking Dead, donc je suis hipster. Non, mais t'as des gens qui disent, je lis de l'indé, donc je lis de Vertigo. Ouais. Alors déjà, la notion d'indé chez Vertigo, à l'époque où cette glorieuse imprint existait, c'était pas forcément ça. Est-ce que Sandman de Neil Gaiman, c'est de l'indé? Bah, t'auras envie de dire que oui, quand même. Techniquement, c'est pas du creator owned, c'est pas de l'indé comme sauf que je prends les premiers épisodes et je vois toute la Justice League qui débarque et des trucs comme ça. Et je dis pas ça pour me foutre la gueule je dis pas ça pour me foutre la gueule de Neil Gaiman, qui est un énorme artiste, un énorme créateur et un acteur du milieu important. Mais je trouve qu'on a tous autant qu'on est, et moi y compris, toi y compris, tous, on a nos propres perceptions qui viennent se griller dessus. Tout ça pour dire que du coup, tu pourrais dire bah oui, on va parler d'un truc de super-héros en ce moment, c'est un peu attendu, ok. Mais je crois aussi que dans l'époque qui est la nôtre, en particulier avec les films qui font que ça diffuse un peu partout, beaucoup de gens croient connaître ces trucs, et c'est peut-être le moment où
pas seulement Comic Box, mais les autres médias comics, toi y compris, le Comedy Comics, d'autres figures du milieu. C'est le moment où on a une utilité à avoir de dire non attends, ouais, le truc, c'est en fait ce truc que tu crois connaître, on va t'expliquer parce que t'es pas en train, voilà. Si tous les gens qui font des articles universitaires ou dans certains médias généralistes, en t'expliquant par exemple que Magneto qui a été créé comme un personnage juif et tout ça, et tu fais non attends, il n'a pas été créé comme un personnage juif, c'est Chris Claremont 20 ans plus tard qui a apporté ce truc-là. Ne relis pas X-Men numéro 1 en me disant qu'il y a une allusion à ça, il y a pas cette allusion-là. Et je trouve que on a une utilité, et le nom, il est général. Toi, moi, une bonne partie des gens qui nous écoutent, on a une utilité à avoir d'aller sur des terrains où les gens pensent connaître ces personnages parce que maintenant il y a une série télé sur Disney+, et de dire ah mais alors attention, voilà quoi. Regarde, fais le rapprochement entre, tu crois connaître Moon Knight, mais fais le rapprochement entre Azrael et Moon Knight. Il y a des risques de s'égarer avec la reconnaissance et la présence média de ces personnages-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre utilité générale à nous, qui pratiquons ce truc, c'est pas de tirer à boulet rouge sur les newbies ou les gens qui connaissent pas. C'est plus de dire aux gens qui connaissent pas mais qui croient connaître, ah mais attends, on a plein de trucs cool à te faire découvrir. Et du coup, le côté mainstream indé, enfin dans le sens où j'entendais tout à l'heure, tu sais, genre connu pas connu, il faut jouer là-dessus. Et donc des fois t'as des récits de super-héros super obscurs qui ont leur utilité, qu'il est intéressant de faire redécouvrir. Et puis à côté de ça, et c'est le cas dans ce numéro de retour, on a quelques trucs qui sont plus petit artisanat des comics, qu'on pourrait dire, pour ne pas tomber dans le vocable que je viens d'évoquer, avec plaisir. D'accord. Mais c'est vrai que cette décision, par contre, de passer dans ce format-là, elle était immédiate quand Guin est venu vers toi pour le format. T'es jamais dit à un moment, si YOLO, on retente la presse, le retour en kiosque. Le retour en kiosque, moi vivant, jamais. Donc faut qu'on attende que tu sois. Non, mais parce que en tout cas pas dans la situation économique qui est la nôtre avec la presse. Si demain la distribution de presse change, et tu le verras, ça sera pas un secret. Si un jour tu revois la constitution d'un rayon comics dans les kiosques, bah là il y aura peut-être quelque chose à discuter. Je dis bien peut-être quelque chose à discuter. Ça veut pas dire que. Mais aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi un magazine sur les comics sans rayon sur les comics. Alors, il y a le contre-exemple qui a quand même quelques magazines sur le cinéma. Alors que même sur la BD, tu seras à côté des cahiers de la bande dessinée, de Casemat, tu vois, il y a encore 4-5 publications qui existent. Ouais, les cahiers de la BD, ils sont dans ce réseau hybride qui est que tu les trouves surtout dans les relayages, je crois, ou des trucs comme ça. En tout cas, moi, chaque fois que je passe en gare, je les vois dans les relais. Oui, c'est dans les relais, c'est ça. Ouais. Je crois mais ça veut dire que je suis pas sûr que tu les trouves dans tous les kiosques. Je dis peut-être une énorme connerie, j'ai pas été voir. J'embrasse les cahiers de la BD, je sais pas, pour les diminuer. Disons que tu pourrais trouver une petite place à côté d'autres magazines spécialisés sur la bande dessinée. Moi, je prends pas ce risque-là. On a déjà, c'est bon, on a déjà donné, on a déjà été au fourneau. Puis c'est un rythme de production aussi quand t'es sur de la presse mensuelle qui est, j'imagine, quand même différent. Je sais pas si ça prend plus de temps. Le rythme de production, on l'a eu fait. Alors, le seul truc, c'est que on est de moins en moins jeunes et que mon Dieu, faut se lever ce matin. Mais non, ça serait faisable, et on a même encore, on discute avec même pendant 5 ans, on continue d'en discuter. On a eu des sommaires fantômes qui nous sont apparus, Fabrice, Lise et les autres qui nous sont apparus en disant ah oui, on aurait fait ci, on a fait ça, c'est marrant. Personne parle de tel sujet, c'est con, si on avait le mag, on ferait ça. Mais non, voilà. C'est-à-dire que déjà avec un rayon comics constitué, c'était pas évident d'y aller. Aujourd'hui, tu cibles pas les plâtres, et aujourd'hui, on essaie de ramener Comic Box. Enfin, on le ramène, en tout cas, quoi qu'il en soit, sous forme de MOOC. On verra si l'audience est là. Mais
c'est ce que je te disais tout à l'heure sur quand ça va pas sur le papier, faut pas y aller. Et là, en ce moment, la presse magazine pour les comics, je n'y crois pas un instant. Je ne prendrai pas ce risque-là, et donc c'est l'obstacle principal. C'est pas la fameuse histoire il y a Internet. C'est l'obstacle principal, c'est cette distribution dans les kiosques qui fait que il y a pas de moyen d'y aller. Et donc du coup, tu peux pas après te dire bon ok, on va pas dans les kiosques, mais on va diffuser un magazine souple à 7 € tous les 2 mois dans les librairies parce qu'elles peuvent pas absorber ça non plus. Il y a pas assez de turnover, il y a pas assez de trucs comme ça. Moi quelque part, je pense que si on avait le bon réseau de distribution que je n'ai pas, un réseau de distribution qu'il faudrait trouver, hein, je pense qu'il y a quand même une part du public qui pourrait être intéressée de la même manière que tu as vu un retour du vinyle avec ces formats magazine. Tu sais, on pourrait très bien imaginer un comic box version 2017 qui ferait sa centaine de pages, qui serait à peut-être avec l'inflation qui serait peut-être à 8 ou 9 €, mais les gens après tout, les gens, je sais pas combien ils payent Scarce, quel fanzine, mais je crois pas que Scarce c'est moins de 10 balles, hein, quand même. Ouais. Mais du coup, le truc, c'est ça. Mais Scarce, c'est hyper confidentiel, quand même. Mais oui. C'est très connu, mais c'est très confidentiel. Mais c'est un fanzine, avec tout ce que ça a moi, j'utilise jamais le mot fanzine comme une insulte. C'est bien qu'il y ait des fanzines parce que ça permet de parler aussi de choses qui sont radicales et qui n'auraient pas de logique, justement dans de la distribution générale, quoi. Voilà. Bref, le truc c'est ça, c'est que si tu sens pas déjà si tu sens pas le marché sur le papier, faut pas y aller. Surtout que t'entraînerais des gens avec toi dans une galère et que ça, j'imagine que ça va bien, ça va bien, ça va bien. On a déjà donné. Après, moi je crois que j'ai croisé des gens qui nous ont dit ah oui, Comic Box, le Mac qui arrête pas de mourir et de renaître. Alors tu l'abordes, c'est dans le sommaire, il y a quelque chose sur la résurrection, t'en profites un peu là-dessus. Oui, mais parce que bon, c'est un retour, mais on n'a pas fait ça. Il y a pas 5 arrêts de magazines et 5 renaissances. Et il y a des transferts parfois d'éditeurs, mais là il y a pas eu de rupture d'exploitation. Et Comic Box, il va pas revenir 36 fois. Moi, je me vois pas si à un moment, si le MOOC il marche pas, bah le MOOC il marche pas et on repasse à d'autres choses. Mais donc ça veut dire que ne déconnez pas, si vous êtes des potes qui s'intéressent aux comics, conseillez-leur la lecture de Comic Box. Mais il y a un moment, on va pas s'arrêter, on va pas s'accrocher 36 fois à ce truc-là. Moi, je connais plein d'autres magazines comme je crois que l'exemple, par exemple, c'était USA Magazine, qui était donc le magazine de Fershid Barucha, qui au début s'appelait l'écho des savanes spécial USA, puis spécial USA, puis USA Magazine, qui a changé deux fois, je crois, de numérotation. Enfin, il y a les magazines qui vivent sur le temps. En général, ils sont un peu soumis à la pression des réseaux de distribution. Et il y a plein de choses comme ça. On peut parler sur des Macs très différents, puisque c'est plutôt des Macs de BD. On peut parler de précédents comme Métal Hurlant. Ouais. Qui se sont ratés quelques fois. Mais bon, voilà, quoi. Il y a un moment, je me vois pas relancer la machine 36 fois. Si à un moment les gens ils en veulent plus, heureusement les réactions me laissent entendre que les gens ils en veulent. Puis la campagne de financement, enfin de précommande que vous avez faite, elle a fonctionné. Je pense, oui. Donc, je pense. Après, je me méfie aussi. Alors c'est pareil dans les lieux communs et les attentes ou les trucs comme ça. Comment te dire, je me méfie aussi. T'as des gens qui font des concours, des campagnes de financement qui disent ah oui, celui-là il a mieux marché qu'un tel, puis il a moins marché qu'un tel, parce que il y a des histoires de pourcentage, des trucs comme ça. T'as plein de, tout dépend de comment tu le présentes. T'as plein de micro-éditeurs qui arrivent en te disant pour faire un bouquin j'ai besoin de 1500 €, puis forcément après ils ont enfoncé le truc de 800%. Ah super, on avait passé de 800%. Mais tu savais très bien en sous affichant un prix que t'allais performer dans ce truc-là. Donc c'est pas du tout dans ce... C'est du bon marketing.
C'est du bon storytelling. Bah si, c'est du bon storytelling. Il faut toujours mettre moins, et ça peut-être enfin là, je pense que oui, ça c'est. Il faut mettre moins pour avoir un bon storytelling derrière après. Ok, moi je critique pas ce truc-là. Après, le côté de s'en survanter et puis de le faire à chaque coup, il y a des fois tu fais bon, et puis en plus des fois des trucs hallucinants. C'est-à-dire que des fois t'as des mecs qui ont qui annoncent un bouquin pour 1000 euros ou 1500 euros, et puis qui vont faire 2000 ou 3000 euros. Tu fais bon, ben c'est pas du tout ah ouais, j'ai fait j'ai doublé. Oui. Ben ouais, mais là t'es en fait dans les coulisses, t'es dans une merde innommable. Enfin bref. Toujours est-il que j'ai pas forcément ce recul là-dessus, et puis contrairement, enfin c'est aussi un peu ce qu'on disait au début, je suis pas non plus prêt à faire tout et n'importe quoi pour des campagnes de financement et mettre des posters de façon Wizard brésilien. Du coup voilà, on a beaucoup de réserves. Heureusement, les gens ont l'air de nous suivre. Moi, quand on a annoncé Comic Box, j'ai eu la boîte aux lettres qui a explosé. C'est-à-dire qu'on a mis un pétard dedans et voilà, elle a explosé. Non, tu sais, j'avais annoncé un mois avant le fait que j'avais récupéré la marque Strange. Oui, ça aussi. Et je m'attendais à avoir un certain nombre de réactions. J'étais loin de m'imaginer du nombre de réactions que j'ai eu pour Strange. Enfin non, pareil. Hein, j'ai même pas pu. Mais parce que ça aussi, alors on enregistre. Enfin toi tu sais, mais nous on sait pas ce que tu vas en faire concrètement. Pour plein de raisons, alors, petite parenthèse. Voilà. On fait une parenthèse. De toute façon, on te réinvitera quand ça sortira. Pour plein de raisons, Strange. Enfin, comment dire, dans le parcours de l'aventure, à un moment, je me suis retrouvé à discuter avec Reedman et son équipe qui voulait faire des choses. Ah oui, parce que eux, ils ont ressorti le spécial Strange. On a trouvé une solution où je leur déléguais la marque spécial Strange à Reedman et à Original Watts. Et pour plein de raisons, eux, ils avaient besoin de l'annoncer en début d'année 2022. Or, comme ils allaient l'annoncer, ça faisait pas de sens que, enfin voilà, s'ils annonçaient Spécial Strange, tout le monde a se demandé d'où ça venait et où était, enfin, qu'est-ce qu'il en était de Strange. Donc ça faisait sens que moi je l'annonce en même temps. Maintenant, je suis pas aussi pressé. En plus, quand j'ai annoncé Strange, je savais déjà que le retour de Comic Box était dans les tuyaux et c'était ma priorité. Le truc, c'est que Vladimir, encore lui, nous a mis le dawa et que voilà. Donc, je suis pas pressé. Je suis pas pressé de ramener dans un mois ou dans 2 mois ou si vite que ça Strange. Je préfère y aller quand au moins sur le papier ça il y aura ce truc-là. Donc, je discute ardemment avec une équipe, avec des gens. C'est pas du tout un clone de Comic Box et c'est pas du tout la même équipe que Comic Box, de la même manière que fondamentalement quand je fais des reportages, des documentaires, c'est pas avec les mêmes gens que Comic Box. Je sais ce qu'on veut faire, mais je me presse pas pour le faire. Il y avait cette problématique, on va dire ce gentleman agreement avec les gens qui faisaient Spécial Strange, qui était que il fallait que je l'annonce en même temps qu'eux. Mais je suis pas du tout pressé de faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, même sur cette question d'équipe, c'était une condition sine qua non que tu avais mise pour faire revenir Comic Box. Parce que tu as dit qu'il y a toute l'équipe qui était en place qui revient. Je sais pas si tu avais eu l'idée sinon peut-être de recruter de nouvelles plumes ou faire appel à d'autres personnes. Toi, tu voulais vraiment... Je pense qu'en tout cas sur ce numéro-là, les gens ils veulent la continuité. Ouais. Et en plus, comme tout le monde était à peu près tout le monde était dispo, à part une personne qui se reconnaîtra, qui est sous un contrat et qui pouvait pas suivre. Mais du coup, enfin voilà, si le format change, si le prix change, si la config change et que tu arrives et tu dis ouais, il y a le logo qui reste, mais en fait c'est plus la même équipe, ça va pas aller. Faut au moins, de toute façon. Voilà, Comic Box, c'est toujours une sorte de, même s'il y a des gens qui se sont greffés dessus, qui sont venus, qui sont repartis, ça a toujours été la même équipe éditoriale. Il y a une continuité éditoriale sur Comic Box qui fait que je vois pas le truc. Ça ne veut pas dire qu'on recrutera personne à l'avenir. Ça veut pas dire qu'on renouvellera pas de trucs. Mais en tout cas sur ce numéro de retour, à plus forte raison, j'ai expliqué tout à l'heure, ne serait-ce qu'il a fallu prendre des nouvelles habitudes d'écriture, de rapport avec la page en un temps. Si je mets 5000 caractères sur cet article, il m'occupe combien de pages et comment ça marche et on met la page ouverte. Ah, d'accord.
c'était pas le bon moment, en plus de rentrer des gens dont je connais pas la manière d'écrire, et de dire ah ouais attends mais tu m'as fait ça, mais voilà. Et moi je dis pas de manière tu fais l'affaire, tu fais pas l'affaire. Je dis que moi-même j'en étais à essayer de savoir les pages, comment, dans quelle configuration elles avaient, et j'aurais pas été dans une bonne position pour expliquer à des pigistes ton article, si tu me donnes ça, ça fera 3 pages. Donc faut un petit peu refaire le gant à sa main. Et voilà, dans l'absolu, moi j'ai rien contre à ce que l'équipe continue de grandir. Une famille qui cesse de grandir, c'est une famille qui meurt. Hein. Mais en tout cas, c'est pas sur ce numéro-là. D'accord. Alors justement, concrètement, dans la logistique de travail, comment on gère la conception d'un numéro? Tu pars du sommaire, j'imagine tu fais une réunion d'équipe où vous décidez de quoi vous allez parler, parce que même dans le sommaire, on voit que tu reviens notamment sur Georges Pérez ou Neil Adams qui nous ont quitté cette année. Mais ça, c'est des choses que tu prévoyais sûrement pas au début de l'année, peut-être quand tu faisais le sommaire pour faire un numéro à l'automne. En plus, moi, je suis contre. Donc, il y a une part de... On parlait tout à l'heure des principes et des trucs comme ça. Moi, c'est la superstition. Hein. Je déteste écrire des nécros. Des nécros à l'avance. Ouais. Alors, dans l'absolu, je déteste pas écrire des nécros. C'est intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant. Mais, parce que la vie de quelqu'un est toujours intéressante. Mais j'aime pas me dire, ah, tel, il va mal. J'ai écrit mon article avec 3 mois d'avance et puis, machin. Sans parler du fait que c'est complètement con, parce qu'en général, les conditions même ou la date même de la disparition, faut que ça change aussi un petit peu de trucs. Si j'avais écrit mon article, c'est facile, je crois qu'il l'a annoncé 6 ou 7 mois avant, je pense facile. Georges Pérez? Ouais, il l'a annoncé. Donc ça aurait été facile d'écrire des trucs, mais j'aurais pas eu la connaissance de l'émotion, du processus que ça développait, donc ça sert à rien d'écrire des trucs comme ça à l'avance. Oui, parce qu'en plus, il avait fait toute une tournée d'adieu, il y a eu les hommages et tout ça, donc ça, tu peux même pas l'anticiper. Par contre, et ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu as, comment dire, tu te demandes, tu prends ton chemin de fer. Ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est un document sur Word avec plein de petites cases qui correspondent au numéro de page. Et donc comment te dire, tu as telle news et tu te dis comment elle correspond à mon MOOC, à mon magazine, à mon contenu, et comment je l'intègre dedans. On a eu 3 décès dans la période où on produisait ce comic box là. On a Neil Adams, on a Tim Sale et on a Georges Pérez. Alan Grant, on était déjà plus dans un moment de la production où on pouvait insérer ça. Bon, ok, c'est des géants, ok, mais en même temps, tu te dis, je ramène un magazine et si je fais sur chacun de ces mecs-là 7-8 pages, mon magazine, de ce coup, il ressemble à la Toussaint. Donc, et en même temps, il y a une réalité qui est la disparition de ces gens-là. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est d'utiliser chacun de ces articles-là dans des fonctions complètement différentes, avec des formats complètement différents et des trucs comme ça. C'est pas Nécro, Georges Pérez, et puis plus loin, Nécro, Tim Sale, et puis plus loin, Nécro, Neil Adams. C'est de dire, regardons les parties du magazine où ils trouvent des places, ce qui est peut-être un peu moins vrai avec Tim Sale, mais on a repris dans le magazine, par exemple, une rubrique qu'on utilisait à l'époque qui s'appelait les planches contact, où un auteur nous expliquait comment il travaillait. Il se trouve qu'avec Tim Sale, on avait fait ça il y a des années. Et indépendamment d'un article sur Tim Sale, ça faisait sens de réutiliser ces planches contact. Donc ça fait partie de cette petite proportion du reprint, de reprint, parce que du coup c'est la voix du mec qui nous explique comment il travaille. On l'a annoncé, ce magazine, ce MOOC, il est en bonne partie composé au multivers. Georges Pérez, figure-toi que c'est un peu le mec qui a dessiné Crisis on Infinite Earth et puis plein de crossovers de la même trempée. Et du coup, présenter l'œuvre de Georges Pérez au début en expliquant son influence sur ce genre de récit, ça prend une autre dimension que dire il est mort. Oui, bien sûr, il est mort, mais voilà ce que c'est son œuvre et voilà comment ça perdure et voilà comment il l'a modelé.
Neil Adams, on a utilisé encore une autre forme de démonstration pour expliquer un peu tout ce qu'il avait apporté. Et je pense que là aussi, clairement, on rentre dans ce que je te disais tout à l'heure, que des fois, notre perception fait que, voilà. Donc, effectivement, Neil Adams, ça a été un champion de la cause des droits, des auteurs. Des auteurs, il y a plein de choses, mais il y a, enfin, il y a des rapports entre certaines séries, entre certaines choses qu'il a fait sur Batman, certaines choses qu'il a fait chez Marvel, qui sont peut-être pas forcément évidents pour les lecteurs, et que là, on décompose le truc, on dit, mais regarde, en fait, ce truc-là, c'était ce personnage-là qui, en fait, répondait à tel truc. C'est là aussi que tu dois après juger, en fait, une forme d'équilibre dans le contenu de tes articles entre est-ce que je vais m'adresser à des spécialistes qui connaissent et des novices. C'est la question un peu bateau de dire, mais est-ce que, si je connais rien en comics, est-ce que je peux démarrer Comic Box numéro 1? Est-ce que je vais pas être complètement largué? Il y a un lexique à côté de ton sommaire qui fait déjà qu'on explique un peu les termes et tout ça. Mais je pense, pour moi, que la question, elle se pose pas comme ça. Alors, comment elle se pose? Oui, enfin, je vais y répondre quand même, mais je t'apporte le truc. Comment je fonctionne? Je me dis que ce MOOC-là va être en librairie, il va être vendu 19 €. Tu t'adresses à des lecteurs qui sont prêts à mettre 19 € sur la table pour lire ce bouquin-là. Donc, ça veut dire que, oh, cool, je connais rien aux comics et machin, j'y crois pas trop. Je crois pas trop que ce lecteur va j'ai jamais entendu parler des comics, tiens, je vais mettre 19 € et m'acheter ce truc-là. En plus, ça part du multivers, ça a l'air super simple. Quelqu'un de riche et curieux, voilà. Voilà. Après, il y a un vaste, il y a un vaste écart dans d'abord, tout le monde se croit spécialiste, comics dès lors que t'en as lu depuis 1 an ou 2 ans. Et ce qui est pas faux, en plus. C'est-à-dire que t'es toujours spécialiste de ta rue et t'as toujours quelqu'un qui connaît plus que toi. Donc, après, c'est mieux de se rendre compte que plus tu lis, plus tu sais, moins t'en sais. Mais bon. Plus tu découvres de trucs, en fait. Mais donc, le comic box de cette configuration-là, c'est plutôt un comic box qui, par la force des choses, se dit, bon, tu t'adresses à des gens qui sont prêts à mettre 19 € sur la table pour lire des trucs sur les comics. Tu t'adresses à des gens qui sont sensibilisé dans la moindre voilà, on va tomber d'accord sur ce principe, c'est plus sensibilisé et là-dessus effectivement t'as des fans hardcore qui sont capables de te citer dans l'ordre chronologique les 18 Captain America qu'il y a eu et là il y a une voix qui dit c'est faux, il y en a eu 26. Il y a ces lecteurs là. Il y a les lecteurs qui connaissent un peu parce que ils ont suivi depuis quelques années les parutions Panini, mais en fait ils y sont venus parce que ils avaient vu 3 films Marvel et puis voilà, on va dire une configuration un peu hybride. On parle à plein de gens, mais je crois décemment pas que Kevin qui a 6 ans qui veut vraiment se mettre à Spider-Man va acheter Comic Box. Oui, effectivement, je pense qu'à 6 ans, c'est. D'ailleurs, c'est une vraie problématique qui dépasse le stade de comic box, mais c'est vrai que la question aujourd'hui, elle est souvent, à part, je crois que Urban a publié quelques trucs, des espèces de caricatures un peu enfantines de Batman et compagnie, mais le problème il est souvent, qu'est-ce que tu mets dans les mains d'un gamin qui veut s'intéresser à cette littérature-là? Et aujourd'hui, c'est pas évident. Non, t'as pas la solution. Parce que si tu la gardes là précieusement et va la revendre aux éditeurs, hein, parce qu'ils seront, je pense qu'ils seront ravis de savoir ça. En plus, si les Américains produisaient vraiment ça, est-ce qu'en France, le réseau permettrait de le vendre? Je suis pas sûr. Mais bref, voilà, le vrai coup du néophyte et des choses comme ça, il y a ça. Il y a aussi le vécu qui fait que, au risque de te surprendre, je n'ai pas commencé Superman avec le premier numéro. Non. J'étais pas là. C'est vrai? L'imposture. J'ai pas commencé X-Men avec X-Men numéro 1. J'ai vraiment pris en cours. L'imposture est révélée au grand jour. C'est terrible. J'ai commencé avec Strange 26, je crois. Tu te rends compte? Et je voyais débarquer les Avengers qui étaient pas traduits chez lui, qui étaient traduits par une autre maison d'édition. Et en plus, comme c'était pas traduit dans l'ordre, les épisodes, tu voyais un passé Drax qui ressemblait à la Vision, tu disais, mais c'est qui, lui? Donc tu avais en plus des complications qui étaient même pas liées au matériel américain, des choses comme ça. Je trouve que un charme du truc, c'est ce puzzle. Quand tu prends un dictionnaire sur la mythologie, tu te dis pas est-ce que c'est pour les newbies et compagnie. Tu vas prendre, en plus tu vas commencer par Achille, est-ce que c'est le plus intéressant, et tu vas attendre Z pour qu'on t'explique qui est Zeus.
Donc c'est vrai que ça reste une problématique parce que justement beaucoup de gens par contre ont ce genre de mécanisme, je sais pas, peut-être de protection, de se dire ah oui mais en fait c'est trop compliqué. Alors qu'il n'y a pas en fait de truc tout en un qui va tout te dire. Ce mécanisme-là concerne les comics dans l'ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, à plus forte raison, alors ça a tendance à s'arranger un petit peu. Moi, je fais quelques déplacements dans des médiathèques ou dans des librairies, ça a tendance un peu à s'améliorer. T'as des gens qui comprennent maintenant que Ed Brubaker, bah pourquoi pas le mettre plutôt au rayon polar que machin. Mais ancestralement et encore dans beaucoup de librairies BD, t'as rayon manga, la bande dessinée et les comics. Et donc du coup, ça veut dire qu'en plus avec ici, au besoin 3 salles, 3 ambiances. Et du coup, ça veut dire que qui va aller dans ta salle comics, les gens qui lisent ou machin. Tu vas pas alors qu'en vérité, t'as des gens qui lisent un peu de manga, un peu de bande dessinée, un peu de trucs, et surtout t'as des choses transversales et que t'as des gens qui sont intéressés par je le disais, les polars ou par la SF. Quelqu'un qui est intéressé par certaines BD de SF chez Soleil, pourquoi pas lui proposer des toute Rick Remender fait chez Image. C'est de la SF. Enfin voilà, c'est pas. Donc il y a toute cette problématique là, mais cette problématique là, elle dépasse la problématique de Comic Box. C'est-à-dire que à part libraire particulièrement taquin, farceur, original, qui mettrait Comic Box, notre MOOC au milieu du rayon manga. Ah tiens, débrouillez-vous, je les ai bien eus. Voilà, ils vont plutôt nous mettre avec les comics. Qui va dans le rayon comics en général, les gens qui veulent déjà un peu y toucher, et voilà. Ça c'est dans l'absolu, voilà. Si Comic Box, si le réseau, si la distribution, si le système de vente faisait qu'on se disait ah tiens, on a un système pour que ce Comic Box y revienne et en prix de couverture il soit à 5 €. Ah là c'est plus la même chose parce que tu dis 5 €, ça va pas être pareil. Et effectivement, tu vas avoir plein de gens tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont dire je suis prêt à mettre 5 € sur le truc. Et qui auront des profils, c'est parce que c'est pas le même investissement. Alors, tu prends en compte cette différence-là. Mais quand t'es à 19 €, tu te dis, je suis à 19 € et il y a peu de chances que... Donc il faut que t'ailles vraiment là où se trouvera ton lectorat. Ouais. Mais c'est pas une problématique de newbie, de hardcore. C'est une question, puisque, voilà, quoi. En plus, je pense que il y a différentes forme de lecteur hardcore et sans parler t'as des gens qui lisent les comics depuis des années mais qui lisent que Hulk ou qui lisent que X-Factor, point. Et du coup mais t'en as des comme ça. Il y a même un truc dont on parle jamais mais qui existe en France, qui est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, t'as des lecteurs qui n'achètent pas tout le temps. Tu as des lecteurs qui n'achètent qu'au moment des vacances parce qu'ils ont le temps de lire. Et quelqu'un qui prend le magazine Marvel de Panini ou le truc comme ça, mais qu'il prend qu'aux vacances de la Toussaint, qu'à Pâques et pendant l'été, comment il arrive comment tu fais pour suivre il va lui manquer les Avengers ou les X-Men? Et pourtant il y a des lecteurs, les ventes te prouvent qu'il y a des lecteurs qui font ce choix-là, qui lisent, qui picorent, puis qui passent à autre chose. Tu as la même chose on n'en parle pas non plus souvent, mais tu as la même chose dans les films. Quand les gens te disent, ah oui, mais Marvel, ils ont pris en otage le public. Tu regardes les entrées dans Ant-Man. Enfin, tous les films ont pas le même, ont pas le même public, et ça veut dire que t'as un public qui fait le choix d'être là en intermittence. Il vient quand il veut, quand il sent qu'il y a peut-être un truc important, il va le faire. Et voilà. Tu as des gens qui vont prendre telle saga de Batman parce qu'elle a l'air trop cool et importante pour ce qui se passe au personnage, mais qui n'ont jamais lu l'introduction de Damian Wayne, qui savent pas d'où vient ce gamin. C'est un Robin, mais alors celui-là c'est le fils, d'accord. Et du coup c'est beaucoup plus polymorphe. Le lectorat est beaucoup plus diversifié qu'on veut bien le croire. Et il y a un moment où tu peux pas te mettre à la place de tous les lecteurs. Donc, tu essayes plus ou moins de te dire, voilà, de penser en termes d'implication. Et là, l'implication, c'est un public qui est prêt à mettre ce prix-là sur la couverture pour le lire.
Ok. Sur la composition aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal des articles, vu que vous êtes sur du fond et que vous êtes un peu sur des articles qui doivent rester un petit peu intemporels. Moi, je vois quand même un type d'article qui est plus sensible au passage du temps que les autres, c'est les interviews notamment. Parce que les actualités ou ce que fait un auteur ou une autrice à un moment donné, forcément, ça, après, quand le temps passe, il y a forcément des choses qui évoluent, qui changent. Donc, ça aussi, par rapport aux personnes que vous êtes allées voir, comment vous les choisissez? Parce que par exemple, vous prenez Jason Aaron, qui a à l'heure actuelle qui est en train d'écrire, j'imagine, la fin de son run sur Avengers avec Avengers Assemble. Et comment en fait vous orientez après votre interview pour que ce qu'il puisse raconter, ne serait-ce que sur les 4 dernières années passées sur Avengers, ne devienne pas peut-être plus ou moins caduque d'ici un an parce que la conclusion sera tombée. Alors, il y a différentes choses. On pourrait dire qu'il y a différents formats d'interview d'une certaine manière, même aussi, si ouais. Physiquement, visuellement, ils sont identiques. T'as une grosse image d'ouverture, t'as un certain nombre de caractères et de questions qui sont les mêmes. Mais pour le coup, tu sais que contractuellement, jamais il va te raconter la fin de son run, Jason Aaron. C'est vrai. À plus forte raison, jamais il va prendre le risque de t'en parler, alors que c'est pas sorti aux États-Unis. Et peut-être qu'à une époque, vers 98-99, les Américains se lâchaient un peu plus quand ils répondaient à un média étranger. Aujourd'hui, ils savent très bien que s'ils sortent un truc, je veux dire, Marvel, je peux te sortir tout le secret, toute la drogue qui casse, dans la journée où, voilà, quoi, c'est, toute la coke Bleeding Cool, auteur prend ça et machin, et voilà. On l'a vu, il y a pas longtemps, il y avait eu une histoire, enfin, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, il y avait une histoire sur une case de Batgirl qui avait été traduite de manière aléatoire chez Urban Comics. Sur Presse, ouais. C'était par le même traducteur que Brest. Oui, c'est ça. Et ça s'est retrouvé, chez Bleeding Cool et avec des réactions dans le monde anglo-saxon. Donc tu vois bien que ce truc-là, ils le savent, et contractuellement, à plus forte raison maintenant qu'il y a Disney, les films, alors Disney, mais c'est valable pour Warner aussi, l'impact, il est, tu joues plus avec ça. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils vous répondent. Enfin, je sais pas comment après vous êtes installé dans le milieu, vous avez la crédibilité et tout ça, mais vous avez quand même du coup, vous réussissez pour un média français à récupérer, du Jason Aaron. Alors, t'en as quelques-uns qui nous connaissent sur la longueur. T'as Christopher Cantwell, voilà. T'as Cantwell, on le connaissait pas d'avant, je crois. Et Kelly Thompson, donc c'est cool, Kelly Thompson, il se trouve que je suis en contact avec elle depuis un moment. Pour tout dire, j'avais failli moi, je voulais l'interviewer pour mon documentaire sur les super-héroïnes, et fondamentalement, tu t'auras la réponse dans l'interview pourquoi elle voulait pas. Mais comme j'ai un bon contact avec, elle est sympa et j'avais un bon contact avec elle, on s'écrit de temps en temps sur des projets, ce qui fait qu'au moment de Comic Box, j'ai dit à Alice, tiens, il y a Kelly Thompson qui serait intéressant de faire, je pense. Chaque auteur arrive avec son profil, avec ses séries qui sont différentes. Parfois, t'en as qui sont monocartes, ils sont que chez Marvel, que chez Image, que chez DC, que chez Dark Horse ou je sais pas quoi. T'en as d'autres qui sont au contraire multicartes, et puis t'en as qui sont pratiquement inconnus en France. Là où ça joue pour nous, c'est que t'as des délais de traduction. Pour les éditeurs, je parle. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis ne va arriver chez Urban ou chez Panini que d'ici quelques mois. Ce décalage-là fait que, grosso modo, en calculant ton coût, tu sais à peu près... En fait, tu restes dans l'actualité quelque part. Tu restes dans l'actualité de la VF. Ouais. Et en plus, ça veut dire que Jason Aaron peut, grosso modo, t'expliquer ce qu'il fait à l'instant T, ce qui paraît en France. Malinx. C'est même pas malinx, comme tu dis, c'est une réalité, quoi. Et c'est là où le coût de la bande passante et de l'information de flux a son intérêt, c'est que tous ces gens qui t'expliquent que mon Dieu, DC a annoncé le nom de l'homme taupe dans ça, te l'annonce le mercredi ou le mardi maintenant avec DC, où ça paraît aux États-Unis, à un public français qui comprend même pas de quel projet tu lui parles. Donc il y a fondamentalement ce décalage de chronologie, il fonctionne. Il fonctionne parce que ça veut dire que t'es au rendez-vous d'une partie du public français. Si tu
fais pas trop mal ton truc. Tu peux aussi parfois glisser dans des articles, des interviews, des espèces de sous-entendus que le lecteur VF va pas comprendre, et le lecteur VO va se dire, ah ouais, alors attends, ils sont en train de parler ça, mais ça veut dire que, du coup, ouais, je comprends. D'accord, ouais. Alors, comment tu gères aussi un petit peu comment tu choisis qui c'est que tu veux recevoir? Parce que j'imagine qu'il y a parfois peut-être des évidences sur des gros noms, sur des gens qui font l'actualité, mais pareil, enfin, Christopher Cantois, c'est quelqu'un que nous on estime connu et qui fait des travaux de super qualité. Mais en France, alors il y a eu un petit boom avec Everything chez 404, mais je pense que personne, même les lecteurs de Marvel Comics, n'arrive pas forcément à l'identifier en disant ah oui, c'est le mec qui a écrit Iron Man ces 2 dernières années, donc pourquoi aller vers ce type de profil? Pour moi, c'est autant comment te dire. Je veux pas te dire que l'interview de Jason Aaron elle est inutile, mais ça correspond à un format d'interview où le lecteur arrive en disant je connais Jason Aaron, enfin la plupart des lecteurs connaissent, et t'es capable de dire qu'il a fait Conan et Avengers ces dernières années. En gros, et puis pour le coup, le multivers fait que là, voilà. C'était complètement à propos. Oui, honnêtement, il n'y avait pas à chercher. Voilà. Et il se trouve que Fabrice, qui fait un magazine qui s'appelle Mutiny aux États-Unis, bah il a fait d'une pierre deux coups. Il l'a interviewé pour Mutiny et pour Comic Box en même temps. Okay. Voilà. Cantwell, on peut dire d'une certaine manière que c'est de la contre-programmation. Effectivement, ça veut dire que Cantwell, tu viens de définir, il y a une partie du public qui est pas capable de te dire ce qu'il a. Bien entendu, il y a des gens en train de s'arracher les oreilles en disant, mais si, bien sûr, oui, bien sûr. On espère que vous savez. On est quelques-uns à suivre sa production. Mais, il y a une large partie du public qui lit Iron Man sans se poser la question du scénariste ou quelle est sa spécificité. Et c'est là que c'est intéressant d'aller dans un truc et de dire, voilà, on va discuter avec ce mec-là et on va vous le présenter. Il va se présenter lui-même. Et du coup, ça rentre aussi. T'as Ramvi, qui est en interview dedans. Ramvi, il y a toute une partie de sa production indé, tu vois, le genre casse indé, qui est pour le coup inédite en France. Alors que pour le coup, en plus là-dessus, je pense qu'il y a plus de gens en France qui ont acheté The Savage Wars que son Swamp Thing, tu vois. Oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une vraie version du truc. Mais je trouve que je suis même pas sûr. Est-ce qu'il y a eu déjà des interviews de Ramvi en France? Alors il y a eu peut-être 1 ou 2 sites, mais moi je suis de ce papier, je suis pas sûr. J'attends de l'avoir en podcast évidemment, mais il y a en vidéo, il y a on le salue, un monsieur qui s'appelle Deviant Prod ou Deviant Prog, qui a fait une longue interview de 2 heures. Je parlais en presse papier. En presse papier, je peut-être eu. Je suis pas du tout en train de gueuler que c'est une exclue, mais c'est pas courant. Non. Et du coup, ça permet. C'est là aussi il y a une fonction de présentation. C'est le vrai truc de ces interviews. Le gars va pas, c'est pas l'interview de fan geek où le gars va te dire ah bah oui, à la page 23 en fait il faut comprendre que Mystique en fait elle a remplacé Emma Peel et je vous le dis qu'à vous et voilà quoi, et parce que j'ai fait un crossover entre Avengers et Chapeau Melon. T'as pas les secrets tu n'as pas les secrets de ces trucs là. Mais quand tu dis presse papier, tu parles vraiment de support papier, pas de presse web, parce qu'en web, je sais que Boris de Comic Stories vraiment, j'ai dit en presse magazine. Je suis pas du tout en train de te dire en web. En web. Du coup, ça, alors que Jason Aaron, on l'avait fait à l'époque des précédents Comic Box, donc c'est un exercice différent. Mais l'idée des interviews, c'est pas de vous sortir du scoop. Parce que ça ne sert, le scoop sert à rien. Enfin, pas tellement. Mais surtout, en plus, sa durée de vie sur du papier, ça part un peu absurde. Non, oui, mais voilà, t'as des gens des fois qui sauf si tu voulais faire vraiment du feature en programmant un truc qui sort, enfin, je sais pas, mais ça sert à rien parce que ton truc est cramé. L'homme taupe s'appelle machin. Je suis désolé pour l'homme taupe que j'embrasse, mais j'arrête pas de le prendre comme mais l'homme taupe s'appelle machin. C'est de l'info, ce fameux bandeau machin. Ça, tu ne peux pas faire 4 pages là-dessus et ou alors t'expliques le pourquoi du comment et là tu rentres dans un truc de contenu. Et les interviews, c'est pareil. L'effet d'annonce en soi-même, à la rigueur des fois quand les gars te disent j'ai un programme, je fais ça et dans 2 ans je veux revenir faire Dark Knight 8, ouais, ok, d'accord,
mais grosso modo, en plus la plupart du temps, les mecs ils acceptent un autre projet entre-temps, ils feront pas leur truc, et voilà, je me souviens, je crois que c'est dans les tout derniers numéros de Comic Box Magazine, donc ça doit être en 2016 ou peut-être le dernier en 2017. On a une interview de John Romita Junior qui dit que voilà, il va faire je sais plus combien de séries chez Image et compagnie. Il y a même pas, elles ne sont même pas annoncées à l'heure qu'il est. Il fait Spider-Man. Et voilà, donc mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant de savoir que ces mecs-là ont ces projets et quelque part d'imaginer pourquoi ils ont pu se faire ou pas se faire. Mais grosso modo, tu peux pas construire ça sur un effet d'annonce de ces projets-là. D'accord, ouais. Bref, et effectivement, après tu fais ton choix, tu dis voilà, j'ai un magazine, un MOOC. Pour moi, un MOOC reste un magazine qui va parler de multivers. Ben Jason Aaron, c'est pas idiot de le faire. Une fois que j'ai pris ce mec-là, qui est quand même très typé Marvel, par équilibre, qui est-ce que je vais aller choper en DC? Ok, je vais prendre un tel. Ah bah tiens, Cantwell, il fait aussi un peu des choses hors Marvel. Est-ce que tu fais ton truc et puis à un moment tu fais ton casting en fait. Tu fais ton casting, tu prends des petits, des grands, des maigres, des gros, des messieurs, des mesdames. Tu prends des Américains, tu prends des non-Américains. Tu prends un auteur qui vit à Londres et l'un dans l'autre, ça te donne une tessiture, ça te donne une différence de voix. Parce que si tu mets que des mecs qui ont écrit Avengers, ce qui peut être super pour faire un hors-série Avengers, mais il y a juste un moment où ça sature. Tu vas avoir une redondance, surtout, tu vas avoir une redondance. Mais tu penses aussi même en forme d'équilibre ou des gens à qui contacter aussi un peu, même par rapport justement au calendrier VF, aux éditeurs, pour essayer de plus ou moins t'accorder aussi avec leur propre temporalité, ou ça, t'es vraiment super indépendant là-dessus? Non, on est indépendant dans le sens où on te commande pas, personne nous dicte, personne nous dit, voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que Rodolphe Lachat chez Guy Menin, mais c'était le cas déjà avec les éditeurs précédents. En gros, ils vont te dire si tu peux éviter de me faire un numéro spécial Ragman avec Ragman en couverture. C'est pas plus mal, quoi. Spécial l'homme taupe, voilà, spécial l'homme taupe. C'est pas plus mal pour l'avenir et encore. Si c'est, tu sais, tu peux tout faire. T'as des idées. L'important, c'est la manière de le faire. Si ton numéro devient Alan Moore, tu racontes ça en rapport avec l'homme taupe, ça change complètement la donne. Mais bon, bref, voilà, oui, il faut être, il y avait, je me souviens, je sais pas si c'est toujours le cas, mais dans les anciens contrats, quand tu prenais fric, t'étais une boîte. Nous, on a vu ça à la rédaction. Le contrat avait été rédigé avec un ancien modèle, donc on disait il fallait prendre soin du matériel en bon père de famille. Ah. Et grosso modo, il faut gérer faut gérer ton outil de travail de manière à ce que tu sois pas suicidaire dans ce que tu mets en couverture et voilà, si c'est pour en vendre 5, déjà sur le papier, on en revient toujours à cette fameuse équation, autant rester à la maison. Mais donc voilà, ouais. Ok, très bien. Et donc en termes de préparation, là à l'heure où on enregistre ce podcast, donc il y a le premier numéro qui sort, c'est-à-dire que vous avez déjà tout le 2 de fait, de préparer, de rédiger, ou comment ça non. J'ai quelques. Comment ça marche la cuisine interne alors tu vas voir le thème de la même manière qu'on parle beaucoup du multivers dans le premier, le thème du 2 est annoncé dans ce premier numéro. Et donc puisque tu vas le diffuser seulement à la sortie, c'est ça. On enregistre un mois avant la sortie. Je peux donc le placer dedans techniquement. Je peux donc dire que c'est on va faire un truc sur les univers, enfin pas les univers parce que ça confond avec les multivers, mais on va faire un truc sur les fins du monde, la fin du monde, sur les récits de fin du monde dans les comics. T'anticipes notre propre fin du monde du coup. Ouais. Bah, c'est un peu l'ambiance. Hein, c'est une forme d'actualité, hein, on en revient à ça. Et puis bon, les comics aussi, ça fait vraiment qu'ils anticipent la fin du monde, donc il y a des choses à dire. Mais tout comme dans le premier numéro, on n'a pas parlé que de multivers, il y aura pas que ça non plus. Ça fait que là-dedans, j'ai déjà quelques sujets que je sais que on va traiter. J'ai déjà quelques noms d'interviewés, j'ai déjà quelques noms d'interviewés ou de participants qu'on avait pour le numéro 1
mais qu'on a dû décaler parce que Georges Pérez et Tim Sale et Neil Adams nous ont fait ces tristes surprises. Et donc du coup, voilà quoi, ça se quoi. Et après, bah tu parles souci d'équilibre. On vient de l'expliquer. Une fois que tu as ces premiers éléments, tu fais comment je contrebalance avec, à partir de ce que j'ai, comment j'équilibre, qui est un peu ma locomotive, qui est mon big name, qui est le nom que je vais présenter, le nom d'auteur que peut-être les gens connaissent, mais fondamentalement, on l'a jamais vu expliquer son travail. Je vais parler de la fin du monde, donc quels récits me paraissent intéressants à décortiquer sur ce récit. Qu'est-ce que je mets en... Est-ce que la rubrique Héros oubliés, qui est une vieille rubrique de Comic Box, est-ce que je l'insère dans ce thème, ou est-ce que je fais de la contre-programmation et ça devient un truc complètement différent? Tu te poses toutes ces problématiques-là, et puis on a un groupe, enfin pas un groupe, on a une discussion Facebook avec les participants de Comic Box où on discute de nos idées. Ah oui, bah celle-là, ouais, tu crois, t'es sûr? Bon, bah voilà. Et puis grosso modo, tu vois bien si toi t'es capable de défendre tes idées ou pas, ou si t'arrives pas à trouver d'argument, c'est que quelque part t'es pas forcément le truc. La plupart du temps, en fait, grosso modo, on va pas aller se batailler sur t'as telle idée, tu vas la faire, fais-le quoi. Ou plutôt des fois où tu vas plus te dire ça sera plus intéressant qu'on se le garde pour le 3, pour une autre thématique. T'as plus ce truc, c'est plus une question de choisir le bon moment. C'est du mix de soirée, tu vois ce que je veux dire, si quelqu'un veut faire, tiens, je ferais bien un slow, maintenant, là, tu vas nous casser la série, pas 8 heures, tu vas nous casser les pogos, là, non, ouais, d'accord. Il y a ce truc-là. Non, mais ça ressemble vraiment à du mix de soirée. Moi, j'en ai fait un peu à une époque, et, ça ressemble vraiment à, DJ Xavier. à poser ouais, mais c'est le morceau bon au moment où ça le magnifie. Puis t'as forcément un truc d'imprévu, t'auras forcément des mecs qui t'avaient juré leur grand Dieu que ils allaient te répondre à une interview et que ils étaient ok et dont tu n'écouteras jamais parler. Tu rentres dans la vie des gens. Des fois, moi, j'ai des auteurs, y compris des auteurs de renom, qui me disent, là, je peux pas répondre à ton interview, je t'avais dit oui, mais parce qu'il m'arrive telle tuile et toi, t'es limite... ouais, mais je suis même gêné que tu m'expliques ça parce que tu me disais non, je peux pas, et voilà, donc ça crée et puis des fois ça crée des liens sur la durée. Quelqu'un qui a pas pu te répondre à une interview sur voilà, je parlais de Kelly Thompson qui a pas pu participer à mon documentaire sur les super-héroïnes. Fondamentalement, on est resté en contact. J'ai d'autres auteurs et d'autres autrices avec qui j'ai des contacts depuis des années où le truc s'est pas fait. Puis fondamentalement, ça s'est bien passé de part et d'autre quand même et on est quand même en contact. Et puis à un moment, tu décides de quand est-ce que tu vas activer la cartouche, quoi. Quand est-ce que allez, c'est bon, cette fois-ci, est-ce que tu le sens ou pas? Ouais, ok, allez, on se le fait. Ok, très bien. Voilà, c'est moins dramatique, c'est moins de la souffrance que ça. Très bien. Écoute, Xavier, je te remercie d'avoir pris de ton temps. Je te remercie pour avoir pris du temps, pour l'invitation et pour ce sympathique café dans la Arnaud Cave. Ouais, effectivement, le salon studio de First Print que tu as pu découvrir. Et c'est quoi ce bouton? Non, appuie pas dessus. Et donc, surtout, donc l'information essentielle à retenir au moment où ce podcast est mis en ligne, c'est que donc Comics Box est de retour. C'est chez Huggin & Mullin à retrouver dans vos librairies pour la somme de 19€. Et donc avec plein d'articles de fond, des interviews, et on espère que cette nouvelle formule vous plaira. En tout cas, je t'avoue que moi j'ai pas pu tout lire encore puisque tu as voulu garder le secret sur le contenu, mais ce que j'en ai lu, vraiment ça me plaît beaucoup, et je pense que voilà, si vous de toute façon si vous nous écoutez, c'est que vous aimez a priori les comics. Je pense que c'est quelque chose qui vous parlera. Non, c'est très possible qu'il y ait des gens qui disent tiens, je vais écouter qu'est-ce qu'il raconte encore ce connard. Peut-être aussi, peut-être. Tant pis, moi ça me fait des écoutes, je suis payé pareil. Non, quand je parlais de connard, c'était pour moi, c'était pas pour toi. Non, mais pour les deux, pour les deux. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ce travail, on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir le podcast et les personnes qui sont invitées, c'est simplement de les partager sur les réseaux sociaux. Et puis on vous rappelle aussi qu'on a une page Tipeee qui est ouverte si vous voulez que le podcast soit pérenne sur le long terme. Merci encore de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Xavier, salut à toi et à la prochaine. À la prochaine.